Yes! Bon, bah nous voilà, Arnaud. On va bientôt pouvoir faire ce. Ça va? Premier live chat Facebook. Alors, bon, il faut que je fasse ces petits réglages. Je me suis pas habitué non plus à faire ces trucs-là. Donc là, tu vois, on te voit. Et là, on me voit. C'est génial. Ok. J'espère que ça va. La connexion est instable. Voilà, ça fait peur, ça, quand tu fais un live. Alors, qu'est-ce que ça? Est-ce qu'il y a au moins des gens qui nous regardent sur Facebook? Je sais pas encore, mais là, il y a une zone de commentaires ici. Toi, ouais, du coup, t'es pas sur Facebook, donc tu peux pas voir que on a commencé le live. Enfin, tu peux pas voir à cet instant présent qu'on a commencé un live. Mais... non, moi, je vois rien du tout. Ouais, bah, mais c'est mieux comme ça. Comme je te disais, même s'il y a personne, c'est pas grave, on échange. C'est le plaisir de parler de la forme pro qu'il y ait une personne qui regarde ou un million. C'est toujours agréable. C'est sûr. Alors, attends, tac, il faut pas que je m'égare là-dessus. Voilà, c'est ça. Donc, je vérifie juste un truc et après, on va pouvoir démarrer dans un instant. Tac. Tac, tac, tac. Partager. Hop. Je clique dessus. Tac, 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 tac. Je sais pas où est ce truc, mais bon. Allez, on va y aller, on va se lancer. Alors, on est ensemble, Arnaud, on s'était donné cet objectif tout à l'heure de parler de la formation, mais d'une manière assez synthétique, parce qu'en fait, bon, toi, tu es à fond dedans et moi aussi, et en fait, on a tous les deux des axes de travail un petit peu différents. Toi d'ailleurs, donc toi c'est Lingueo, mais tu œuvres aussi, si j'ai bien compris, tu travailles avec les OPCA, tu fais quoi en fait, dis donc, par rapport à la formation en général, c'est quoi ta posture? Écoute, moi ce que j'essaie de faire, c'est d'essayer déjà je suis un organisme de formation, et j'essaie de faire en sorte que effectivement les acteurs de formation puissent travailler dans des conditions les plus optimisées possibles et les plus simples possibles. Donc, ma posture, c'est celle du gouvernement, c'est les 3 actes de simplification vers une individualisation de la formation et faire en sorte que les individus puissent se former le plus vite possible, quel que soit leur modèle de financement. Donc effectivement, j'œuvre dans plusieurs groupes de travail et entités pour faire en sorte que ces choses-là se simplifient pour l'individu. Ok. Alors là, on se disait donc ce serait pas mal de faire une vidéo sur les chiffres clés de la formation professionnelle. Du coup, on en a sélectionné 5. On a discuté un petit peu au préalable quand même pour essayer de faire un truc qui tienne la route sur Facebook parce que c'est jamais évident de faire du live. Alors du coup, c'est quoi le premier chiffre, Arnaud? Alors, effectivement, Romain, on a sélectionné 5 chiffres qui ont beaucoup de sens. En fait, pour comprendre un secteur d'activité, connaître ces chiffres, ça permet d'avoir des informations assez fiables. Et on peut, grâce à ces chiffres-là, parfois, d'en déduire les évolutions qu'on va connaître. Et Dieu sait si dans notre domaine, la formation pro, tout le monde se pose un peu la question de quelles sont les évolutions qu'on va avoir dans le prochain temps. Donc là, il y a le jaune budgétaire qui vient d'être publié, et donc du coup, il y a des informations assez fiables. La première que j'ai envie de donner, c'est que 1% des organismes de formation réalisent 45% du chiffre d'affaires global du secteur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comme dans l'Internet, j'ai envie de le GAFA de la formation. C'est-à-dire qu'en gros, il y a vraiment des gros acteurs qui font quasiment plus de la moitié, enfin la moitié du chiffre d'affaires global. On peut prendre 5 secondes, ce chiffre, tu peux nous le redonner, tu nous dis? Donc c'est 1% de l'ensemble des acteurs de la forme pro, qui sont estimés entre 60 000 et 80 000 selon la modalité dans comment on les compte, justement, ces organismes de formation. Mais il y a 1% qui font la moitié du chiffre d'affaires, 45%. 1% qui fait la moitié du chiffre d'affaires de la formation professionnelle. Bon, je sais pas. Donc, si c'est clairement des GAFA, ceux qui font le marché, ceux qui font le secteur. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que
dans la politique de chiffrage des OF, hein, on parle de 60 000, 80 000, en vérité, les acteurs qui font que cette activité-là de chiffre d'affaires, ils sont plutôt autour de 10 000, et ça comprend ça aussi les organismes publics et parapublics. Donc en fait, c'est plutôt 10 000 réellement. Et on va voir après les chiffres, quels sont les autres. D'accord, ok. Mais alors, effectivement, ce que je pense pour l'avenir de ce chiffre-là, c'est qu'il va y avoir c'est qui on peut peut-être mettre des noms quand même sur ces histoires. C'est quoi? C'est des Ségos, c'est des AFPA, c'est des Greta, c'est des Demos, c'est des trucs comme ça? C'est exactement ça, tout à fait. Pour les publics, ça va être l'AFPA, les Greta, pour les privés, ça va être Ségos, Demos, etc. Plusieurs dizaines de millions. Des mots qui sont d'ailleurs pas en grande forme. Je ne sais pas où ils en sont, mais je sais qu'il y a beaucoup de formateurs qui. Non, effectivement, c'est compliqué. La réforme 2015 a été difficile pour tout le monde, les indépendants, mais aussi pour les gros, comme pour l'AFPA, notamment, et qui va très 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 mal aussi, qui vient de perdre son directeur. Ouais, j'ai entendu parler de ça. C'est assez fou, quoi. Je ne sais pas pourquoi, pour des raisons stratégiques, il est parti. Il n'est pas en adéquation avec la stratégie d'entreprise, si j'ai bien compris. Bon. Oui, écoute, je pense que je ne peux pas parler au nom de l'AFPA, mais effectivement, et je sais qu'ils sont dans une situation assez délicate. J'espère qu'ils s'en remettront, mais la prochaine réforme peut-être va les aider. Mais ça arrive dans longtemps. Hein. L'application de la réforme sera certainement plutôt 2019 que 2018. Hein. Donc il faut qu'ils réfléchissent à leur modèle et ça ne doit pas être très simple. C'est vrai que la concurrence, elle est restée féroce, et notamment le fait qu'il y ait autant d'organismes de formation. Ce qu'on aperçoit, c'est que même un indépendant maintenant rentre en compétition avec un co-acteur. Et du coup, ça pose un problème de qualité. Va doucement. Tu nous grilles nos questions. Alors, 1% de la formation qui est réalisée par 50. Non, c'est pas 1% des acteurs. 1% des acteurs qui font la moitié de la formation professionnelle. Ça, c'est pour le chiffre numéro 1. Alors, sur de ça, par contre, ce que j'aimerais juste te dire, excuse-moi Romain, mais quand on parle d'avenir, puisqu'on parlait d'avenir de la forme pro, clairement, ce qui va se passer, c'est que comme la formation et la tendance est à l'individualisation, on va aller donc, c'est l'individu qui va choisir la formation pro. Ce qui va se passer, c'est vraiment, dans les 2-3 prochaines années, c'est vraiment ces GAFA-là vont certainement se consolider et racheter des acteurs qui, eux, sont plus tournés particuliers, qui sont capables, comme les mondes organismes par exemple, qui sont capables de s'adresser directement à des individus. Ça, c'est un savoir-faire qu'on a nous, mais pas que nous, au Classroom, tous ces individus, c'est très start-up, comme Nivueo, on est très start-up. Donc, on est très axé particulier, on a 50% de notre chiffre d'affaires qui est fait sur les individus qui payent eux-mêmes leur formation. Tous ces acteurs-là qui viennent un peu du web et qui sont très tournés clients, finalement, vont certainement, il va y avoir une sorte de, je pense qu'il va y avoir des opérations financières qui font que les gros, qui étaient très axés, plan de formation, etc., vont se rapprocher des acteurs comme nous parce qu'on a un savoir-faire qu'ils n'ont pas. Voilà. Donc des fusions à venir dans les prochaines années. Le deuxième chiffre qu'on s'était donné, Arnaud, quel est-il? Alors en fait, encore une fois, c'est 50% du chiffre d'affaires global qui vient des entreprises et des OPCA. Donc, si on regarde le marché de la forme pro, on s'aperçoit que l'argent lui vient, en fait, il vient à 38% des entreprises, achat direct, plan de formation, etc. Et puis seulement 18% OPCA. Et après, tout le reste. Et en fait, finalement, on peut en déduire que finalement, le marché de la forme pro, c'est souvent des entreprises qui payent. C'est-à-dire qu'on parle souvent d'OPCA, de l'avenir des OPCA, etc. Mais finalement, on s'aperçoit que quand même 40% du marché, c'est pas du tout, ça mobilise pas du tout d'accompagnement ou d'aide à la forme pro. Par exemple, si demain il y a des gens qui nous écoutent, qui sont des indépendants ou des organismes de formation de petite taille qui viennent d'arriver, je dis pas qu'il faut pas faire etc. Mais n'oubliez pas qu'il y a quand même 40% du marché qui est en achat direct. Donc c'est un chiffre intéressant. Donc 40% de la formation qui est financée, un peu moins de 40%, qui est financée par les fonds d'entreprise directes. Donc effectivement, ça c'est un chiffre important parce qu'on a tendance à nous faire penser, nous faire croire que finalement la formation c'est une espèce de nébuleuse financée par les fonds publics qui vient absorber toutes les finances publiques, finir de creuser toutes les dépenses exagérées de l'État, et en fait pas forcément. Hein, et d'ailleurs, je pense que ça a dû s'accélérer un petit peu ces dernières années. J'ai vu le passage du DIF au CPF qui s'est très mal réalisé. Je pense que je sais pas si toi tu as une visibilité sur ces éléments-là, mais je pense qu'avant il y avait la part réservée aux entreprises était peut-être beaucoup plus faible, non? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as une visibilité là-dessus?
il y a c'était plus faible, clairement, et ça a tendance à augmenter pour plein de raisons. C'est que les entreprises n'ont pas encore vraiment pris en main le compte personnel de formation, qu'elles préfèrent faire de l'achat direct, c'est plus simple. Du coup, ils mobilisent ça, leur font au cas. Mais aussi, c'est une question de société. On s'aperçoit, et je pense que par exemple, si on parle d'évolution et d'avenir, là, à l'heure actuelle, il y a 6% seulement des actifs particuliers qui font de l'achat de formation sur le marché global. Ça va évoluer, parce que comme le CPF va aller vers eux, ça va, l'acteur, l'individu va être de plus en plus en achat direct. Les fonds de l'EPCA, je ne sais pas ce qui va se passer en 2018-2019, est-ce que les OPCA existeront encore, est-ce qu'il y aura de l'achat direct? Ça, on n'en a aucune idée. À ce stade, on a les directives de l'État qui sont claires, et on a les directives des partenaires sociaux qui ont commencé à prendre la parole qui sont aussi claires, et il va y avoir un gros débat entre ces deux dynamiques. Mais indépendamment de ces débats-là, effectivement, je voulais insister aujourd'hui sur ces fameux 40% qui sont des fonds qui viennent de sociétés, et le marché de la forme pro, finalement, pour un nouvel entrant, puisqu'il y a beaucoup de nouveaux entrants qui nous entendent, il est principalement là. C'est sûr, il y a beaucoup d'entreprises qui, je pense, ne se retrouvent pas dans les méthodes pédagogiques qui sont généralement, on va dire, un peu imposées par tous les financements publics, puisqu'on le sait, quand on est dans le cadre d'un financement public, il y a une réglementation assez stricte, même si il existe la FOAD, etc., tous ces systèmes de formation en ligne sur lesquels on a un peu plus de souplesse. On sait quand même qu'on est sous contrainte, et donc on a une créativité limitée, et forcément en face, ça veut dire que on va préférer, par exemple, proposer une formation à une entreprise sur 2 jours, 14 heures, au moins c'est clean, plutôt que d'imaginer, par exemple, qu'ils vont faire un jeu sur un serious game, et puis après ils vont faire un jeu de piste, et puis après ils vont faire une interview, un rendez-vous, je sais pas. Enfin voilà, c'est sûr que ça restreint beaucoup la créativité dans la formation. C'est donc le deuxième chiffre. C'est normal aussi, parce que comme ce sont des fonds, comme tu disais, un peu mutualisés, il faut qu'on regarde un peu comment ils sont utilisés, et c'est normal qu'il y ait des limites pour pas qu'il y ait d'abus qu'on a connu dans le passé. Je tiens quand même à préciser que quand on parle d'avenir encore, moi, je pense que ça va encore se développer encore plus les entreprises, parce que l'État actuel, le gouvernement a tout intérêt à ce que la loi qui a mis en place l'entretien professionnel, biannuel, et aussi le bilan de parcours tous les 6 ans, ils vont faire en sorte que ce soit appliqué, ce qui n'est quand même pas encore vraiment le cas. Et du coup, si les entreprises prennent en main cela, ça va dans le sens en fait, du salarié, de travailler son employabilité, sa mobilité. Du coup, les fonds des entreprises devraient continuer à croître. Moi, je vois que les fonds des entreprises vont croître, les fonds le marché du particulier directement qui se forme va certainement aussi exploser dans les prochaines années. On est d'accord. Donc ça, c'est le deuxième chiffre. 40% de la formation financée par les fonds privés. Troisième chiffre alors, Arnaud. Troisième chiffre, c'est que 97%, donc c'est-à-dire que tout le monde, finalement, des organisations de formation sont issus du secteur privé. Donc, et qu'on a une progression des OF depuis 10 ans qui est seulement et uniquement sur le secteur privé, mais matérialisée par des indépendants. Donc, c'est un chiffre vraiment intéressant. Après, ça ne veut pas dire pour autant que l'AFPA ou Greta ou que les fonds publics ne sont pas utilisés. 1/5 du chiffre d'affaires. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont que 3% des prestataires, mais pour autant, ils sont tellement axés sur de la qualité sur le long terme que par exemple, tout ce qui est formation très long-termiste, plutôt pour l'individualisation de l'emploi, ils vont être très présents sur ce marché-là. C'est logique parce qu'un demandeur d'emploi va aussi, dans son système interne, rediriger et va être un peu comme un conseiller en évolution professionnelle et va parfois orienter vers des formations d'organismes parapublics. Donc il ne faut pas les oublier, il ne faut pas les dévaluer. Ils sont indispensables, ils font beaucoup de formations, mais par contre, en termes de volume, c'est intéressant de savoir quand même que c'est un marché principalement privé, 97% d'organismes privés. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, quand on nous parle de l'AFPA, quand on nous parle du Greta, quand on nous parle de ces organismes donc, qui sont publics, en fait, finalement, on ne parle pas vraiment de la formation professionnelle. Ça ne représente pas vraiment le marché de la formation professionnelle, c'est bien ça? C'est en termes de prestataires, disons que ça représente 3% du marché. Voilà, c'est 3% du marché. Par contre, en termes de volume d'affaires, il représente quand même, par exemple, si on prend le nombre d'heures qui, à l'heure actuelle, la forme pro est encore utilisée en unité d'heures, ça représente 26% du milliard de formations en termes d'heures. C'est assez énorme que les très peu d'acteurs, mais par contre, ils forment beaucoup. C'est ça, ils forment un quart du global des heures. Alors, 3 quarts pour le marché privé, 1 quart pour le marché public. D'ailleurs, on peut en profiter pour se demander finalement, même si c'est pas le sujet, mais finalement,
entre guillemets, la vraie valeur ajoutée, parce que d'une certaine manière, eux, ils sont là pour écouler, entre guillemets, les stocks, quoi. C'est-à-dire que finalement, tous ceux que les organismes privés ne peuvent pas former pour différentes raisons, bah, finalement, eux, ils sont là, en fait, hein, avec des compétences élémentaires, j'ai envie de dire. Alors. Oui. Et aussi, c'est aussi une question de formation, de taille de formation. Ils sont très spécialisés, souvent dans la formation longue. Donc c'est bien adapté à un public. C'est Ouais. très adapté à un public particulier. On est d'accord. Mais justement, tu vas voir que le chiffre prochain, il s'aperçoit que la tendance, elle ne va pas vers ça. On va parler après des longues de formation et des formations longues. Là, la tendance, elle ne va pas vers ça. Mais on va en parler. Je me suis perdu. Le prochain, c'est le 3e ou 4e chiffre? Je crois qu'on est au 4e maintenant. Bon. Et c'est les bénéficiaires. D'accord. Et alors, les bénéficiaires, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Alors, on a un chiffre aussi impressionnant et qui est je pense qu'il faut qu'on en parle rapidement, c'est que en fait, 72% des bénéficiaires sont des salariés. Et en fait, pourquoi j'ai voulu en parler aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, on s'aperçoit que tout le temps, les politiques gouvernementales critiquent un peu ce chiffre en disant que la forme pro, ça part plutôt salariés, etc. Moi, j'ai quand même envie de relativiser parce que justement, quand on regarde bien les chiffres, on s'aperçoit qu'en fait, on disait tout à l'heure, il y avait quand même 37,9% du marché de la forme pro qui était quand même de l'achat direct. Donc forcément, que ce que font ces sociétés des 37%, elles les investissent dans leurs salariés. Et donc indirectement, on ne peut pas conclure du fait que ces 72% sont des salariés, ça ne veut pas dire forcément que la forme pro oriente mal ses fonds. Il faudrait plutôt réfléchir où vont les 18% des OPCA et les fonds du FPSPP, est-ce que ça part que aux demandeurs d'emploi, est-ce que ça part aussi aux salariés? Puis c'est vrai que cette dichotomie, moi, toujours un peu gênée. On a l'impression que c'est les salariés contre les demandeurs d'emploi, alors qu'en vérité, un salarié est un demandeur d'emploi en puissance, comme un demandeur d'emploi est un salarié en puissance. Je pense qu'il ne faudrait pas oublier qu'un salarié peut très bien se retrouver dans sa vie, et c'est tout à fait habituel, demandeur d'emploi. Et du coup, il faut vraiment continuer à axer, à former les demandeurs d'emploi, mais aussi les salariés. Donc, si tu veux, ça me dérange toujours un petit peu quand on dit que les fonds de la forme pro sont mal orientés. Ouais. Donc là, en fait, le sujet, c'est quoi? Le sujet, c'est que il y a des gens qui sont au chômage. Ils sont au chômage potentiellement parce qu'ils n'ont pas de compétences, de qualification. Ça, c'est une chose. De l'autre côté, on a des gens qui sont en entreprise, qui cherchent à se développer, à monter en compétences pour développer leur carrière et développer la performance des entreprises. Et voilà, il y a un clivage entre ces deux. Et là, le chiffre que tu nous as donné, rappelle-moi, c'est combien qui sont réservés à ces salariés? 72. 72% de la formation, c'est les entreprises pour ces salariés. D'accord? Donc, ça veut dire que voilà, il y a un autre marché. Ça veut dire aussi qu'effectivement, si demain tu as un OF qui se lance, ça veut dire qu'il faut aller vers les entreprises et vers les salariés. Mais c'est ce que je conseillerais à quelqu'un qui vient d'arriver sur le marché. C'est là aussi où il y a peut-être moins de problèmes parce que quand tu commences à essayer de travailler avec des gens qui sont au Pôle emploi, nous on en a pas mal, mais je pense que toi aussi, c'est d'une complexité. Alors la personne, elle veut se former, alors elle te prend un temps fou pour t'expliquer son besoin. Et puis une fois qu'elle a fini la conversation, elle te dit de toute façon tout ça c'est soumis à validation de financement de Pôle emploi. Et là tu dis mais c'est pas possible. Pourquoi on a passé autant de temps à discuter sur un besoin si derrière en fait on n'est pas sûr que ça va se faire financer quoi cette histoire. D'ailleurs ça se fait rarement financer. Enfin je sais pas toi si tu as des évolutions là-dessus. Mais... Alors justement moi je dois saluer le dynamisme du Pôle emploi qui sont en train de faire une très grosse opération. Moi je travaille avec eux là-dessus sur Kéros. Ils numérisent absolument tout et notamment l'AIF, de la formation. Et l'État a pour ambition de réduire les temps entre le moment où le demandeur d'emploi fait une demande de formation et le moment où il est formé. Et franchement, je dois dire que là, Kéros et Pôle emploi ont fait un bond en avant considérable. Kéros, c'est pas encore parfait, il y a encore plein de bugs. Si tu veux, c'est pas encore très web, il n'y a pas d'API, donc mon système d'information ne peut pas se connecter à. C'est en Ile-de-France, ça, Kéros. C'est pas en région, ça. C'est pas en région, c'est qu'en Ile-de-France. National, ça a été développé en national. Maintenant, il n'y a plus d'AIF papier. On n'est plus obligé de faire de devis, on n'est plus obligé de faire des AIF par papier comme à l'époque. Tout est en train de se numériser, c'est assez fantastique. Et d'ailleurs, je pense vraiment que tout va, le nombre, déjà les délais vont s'accroître, puis même le business, le volume à faire avec Pôle emploi va être considérablement évolué et va augmenter grâce à ça, grâce à la simplification. C'est pas encore la fête, je dois avouer qu'il y a quelques défauts. On y travaille avec Pôle emploi. Cet après-midi, je vais envoyer d'ailleurs un email aux responsables avec lesquels je travaille pour essayer de comprendre aussi les taux de validation des dossiers ont baissé suite à la numérisation des process, donc il faut essayer de comprendre pourquoi. Donc c'est pas encore fluide, franchement, mais
moi, je dis bravo Pôle emploi, ils ont fait un super truc. Là, tous les ouvriers devraient se mettre sur Kairos et commencer à travailler en numérique. C'est indispensable. Donc, plus de 70% des fonds de formation qui sont dédiés aux salariés. Et alors, le dernier chiffre, c'est quoi le dernier chiffre en Et alors, c'est un chiffre très intéressant aussi, c'est la durée de la formation. En fait, en 20 ans, on a perdu plus de 20 heures, quasi 30 en fait, pour une formation moyenne. Hein. Je parle pour l'ensemble des gens qui se forment. Hein. Il y a une différence très, très, très conséquente entre le salarié qui se forme et le demandeur d'emploi, même actuellement en 2017. C'est vraiment proche du triple, hein, parce qu'on est en moyenne sur du 36 heures sur du salarié et on va jusqu'à 109 sur du demandeur d'emploi. Mais donc c'est quand même deux secteurs et deux entités différentes. On l'a vu, hein, on en a parlé tout à l'heure, parce qu'il y en a un qui cherche une formation souvent très diplômante dans le sens diplôme, et l'autre c'est plutôt de la soft skills. Donc c'est vraiment en lien à la compétence. Et ça, c'est très intéressant. Ce qu'on constate, c'est que il y a un tableau. Hein. Le tableau, c'est que tout a baissé. Hein. Les heures, chaque année, ça baisse depuis 10 ans. Hein. C'est aussi lié, bien sûr, à l'évolution de la société. Tout simplement, les gens ils ont moins de patience, ils travaillent, ils n'ont pas le temps, ils font moins de présentiel aussi en groupe. Par exemple, en groupe, on faisait on fait un maximum d'heures. Maintenant, on veut plus ça, on n'a plus envie de perdre de temps à être dans des salles avec d'autres personnes. On veut de l'individualisation, du one-to-one. Et donc, du coup, plus d'efficacité dans la formation et donc moins de temps. Ça, c'est très intéressant. Ça fait appel aussi au mobile learning, tout ce qui est apprentissage rapide. Et donc, du coup, je pense qu'on va aller dans ce sens encore plus avec les soft skills dans les prochaines années. On va perdre encore des heures, une ou deux par an. On a une concentration de la formation sur l'individu. C'est d'ailleurs assez amusant parce qu'on voit qu'en fait, finalement, la formation devient personnalisée, individualisée. Et à un moment donné, moi, je me suis toujours demandé, mais à quel moment c'est du conseil, quoi? Parce que c'est bien joli de vouloir toujours individualiser la formation, mais à un moment donné, ça devient clairement du conseil. Enfin, moi, je me trouve toujours un peu mal à l'aise par rapport à ça. Alors bon, je fais pas partie de ces gens qui parfois disent alors attendez, là on rentre dans la rubrique de conseil, donc je vais surfacturer, mais on pourrait parfois, parce que franchement, on se retrouve assez je trouve, à amener des formations dans des temps, on va dire, beaucoup plus courts, beaucoup plus individualisés. Là, par exemple, j'ai une demande une personne qui veut se former sur une demi-journée sur un truc. Tu dis, ah, d'accord, rien que l'audit au téléphone, ça va me prendre une demi-heure. Et pour être bien sûr de ne pas me planter pendant 30 minutes, et puis après je vais intervenir et c'est du conseil. Pour moi, ça s'apparente quand même beaucoup à du conseil, quoi. Certainement. Écoute, en tout cas, c'était vraiment sympa qu'on ait pu faire ce live. On va voir ce que ça rend. Hein, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Moi, je pense que les chiffres, c'est des données très intéressantes. C'est vraiment, ça permet tout le temps de se positionner, de comprendre son marché, de voir l'avenir. Donc c'est pour ça que je voulais mettre ces chiffres-là en avant et pour que les gens réfléchissent l'instant d'un déjeuner en face de leur ordinateur à ce qu'on va devenir. Ça marche. Bon, bah écoute, c'est cool. Avec plaisir, Romain. Écoute, avec un peu de chance, on se refait ça dans quelques temps. Je sais pas quand, on verra si on a le temps. Et, bon, on va voir si ça plaît aux gens. Déjà, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si les gens sont satisfaits, je vois, il y a Vincent du Paillage qui regarde là. Vincent, faut mettre un commentaire. Il faut nous le dire si c'est intéressant ou pas. Nous, on est très content de le faire, de partager nos expériences et nos connaissances. On le fait, on n'a pas d'intérêt derrière, donc il ne faut pas hésiter à dire si ça vous plaît ou pas. Et voilà. Très bien, c'est cool. Bon, bah écoute, je te dis merci. Je vais couper ce live et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ça marche. Salut.